Bonjour, je m'appelle Mathieu et je vais aider les musiciens. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du Musicien Stratégique. Je me présente, Mathieu Boucher, enchanté, animateur, auteur, producteur, technicien de son, responsable des communications de ce podcast. Je fais à peu près tout en lien avec ce podcast, sauf pour la post-production faite par mon ami Jean-Sébastien Potvin qui fait en sorte que je sonne bien dans vos oreilles. Aujourd'hui, on parle justement d'enregistrement encore une fois. Donc, on poursuit le sujet abordé dans l'épisode précédent concernant l'usage de la caméra vidéo comme outil de rétroaction. Je vais vous parler donc de ma thèse doctorale, la recherche que j'ai faite sur ce sujet, justement, et qui m'a amené à vouloir pousser un peu plus loin les résultats dont je vous ai déjà entretenu dans l'épisode précédent. J'ai terminé et publié cette thèse finalement en 2019. J'ai été très bien supporté dans tout ceci par mon directeur et ma directrice, les chercheurs Francis Dubé et Andrea Creech, et je mettrai d'ailleurs un lien dans les notes de l'épisode si jamais vous souhaitez la consulter, puisque ces thèses-là, comme la majorité des thèses d'ailleurs, sont disponibles en accès public. Je commence par réviser ce qu'on a vu dans l'épisode précédent, mais en y ajoutant cette fois-ci les questions que j'ai eu à me poser en me basant sur ces mêmes recherches pour établir le déroulement de ma propre recherche. D'abord, par rapport aux résultats de l'étude de Daniel, donc Ryan Daniel, qui a démontré que la caméra pouvait aider les musiciens, d'une part, à identifier plus d'erreurs, ou d'autre part, aussi, plus positivement, à considérer la prestation comme meilleure que prévu. Donc, oui, identifier plus d'erreurs, mais quelles erreurs? Quel type d'erreurs? Ou à l'inverse, comment est-ce possible de considérer une prestation meilleure que prévu? Comment la caméra change-t-elle notre perception de nos prestations? Est-ce que les éléments loupés par notre attention pendant le jeu pourraient expliquer ceci? Je vous ai aussi entretenu de l'étude de Masaki et ses collègues, donc qui avaient en fait demandé à des étudiants de comparer une prestation enregistrée en pratique et sur scène. Et bon, les étudiants devaient se donner une note après avoir joué, après avoir visionné la vidéo, et les chercheurs ont démontré que finalement, c'était les notes que les étudiants se sont données après avoir visionné la vidéo qui étaient plus près de celles données par un juge externe. Donc, comment expliquer que les étudiants qui utilisaient la caméra se donnaient des notes plus près de celles d'un évaluateur externe? Encore une fois, on constate que la perception est changée et que ça donne des résultats tangibles. Dans ces deux études, on est dans un contexte de prestation ou d'examen. Mais qu'en est-il ensuite? Est-ce que les musiciens transfèrent leurs réflexions acquises pendant le visionnement dans leur travail instrumental ensuite? Si je m'enregistre et que je constate des éléments intéressants en me réécoutant, est-ce que l'effet caméra est encore présent 3 jours après le visionnement, par exemple? Est-ce que le fait de s'enregistrer et de s'arrêter un instant pour réfléchir aux résultats de notre jeu va ensuite nous amener à réfléchir autrement ensuite durant chacune des centaines de cycles d'autorégulation qui vont suivre durant la semaine de travail? Plein de belles questions sur lesquelles je me suis penché dans le cadre de cette recherche et je vous raconte maintenant comment tout ceci s'est déroulé. La première chose que je veux raconter, c'est que faire une thèse doctorale, du moins au Québec, commence généralement par ce qu'on appelle des examens de doctorat. On doit réaliser des recherches sur des sujets donnés pour ensuite les présenter à notre comité de thèse avant d'amorcer la recherche. Le dernier examen, justement, est généralement la présentation du sujet de la thèse et comment on va s'y prendre pour faire notre recherche, du plan qu'on a établi. Et quand on a l'approbation de notre comité, on peut ensuite commencer le processus d'obtention de l'approbation d'un comité d'éthique et ensuite le recrutement de participants. Je fais un petit retour en arrière. Dans mon cas, j'ai fait 3 examens, un en psychologie de l'éducation, un en philosophie de l'éducation et finalement la présentation du projet de thèse. L'examen de psychologie de l'éducation a été particulièrement marquant pour moi. Donc, pour démontrer ce que la caméra aidait, pour démontrer en fait que la caméra aidait les musiciens à mieux travailler, je devais d'abord établir ce que c'était bien travailler
en fonction des recherches scientifiques et non pas seulement en fonction de mon expérience ou des très bons conseils que j'ai reçus de la part de mes professeurs au cours de ma vie. J'ai donc dû plonger dans le sujet des études scientifiques qui portaient sur le travail instrumental. Peut-être que vous voyez déjà en quoi ça a été marquant. Ça a été mon premier contact avec, finalement, ce que je veux transmettre dans ce podcast, c'est-à-dire ce que la science peut nous apprendre sur les bonnes façons de pratiquer notre instrument. Et je suis tombé là-dedans à pieds joints. J'ai dévoré tout ce que je pouvais. Amazon m'a envoyé des cartes de remerciement à Noël, je blague évidemment, et j'ai pris 2 ans à préparer un examen qu'on est supposé réaliser en quelques semaines. Oups! Mais, comme disait Aznavour, je ne regrette rien. T'essayes de te convaincre, là, hein? Je sais. Puisque cet élan de passion pour le sujet me porte encore aujourd'hui, et vous écoutez en ce moment le résultat de ma principale réalisation quand j'ai découvert tout ceci, il faut que ça sorte des livres. Remarquez aussi que j'avais l'option « Je n'en parle à personne et j'applique ça seulement pour moi, mais j'ai préféré le partage ». Donc, fin de la portion biographique de l'épisode. Revenons à ma thèse. Je commence par vous raconter comment l'expérimentation s'est déroulée et je vous parlerai des résultats ensuite. D'abord, le recrutement. Je tenais à faire ma recherche avec des étudiants de niveau collégial. J'enseignais la guitare classique à ce niveau au moment de faire ma thèse et j'ai encore une passion particulière pour cette étape dans la vie d'un musicien ou d'une musicienne où il et elle décident de passer d'une pratique amateur à une éventuelle pratique professionnelle. Au Québec, ce qu'on appelle le cégep est un diplôme préuniversitaire de 2 ans, ou 3 si c'est un diplôme professionnel, que les étudiants font entre leurs études secondaires et leurs études universitaires. Les étudiants ont alors environ entre 17 et 19-20 ans et c'est aussi, dans le cheminement, la première fois que des élèves québécois, que des étudiants québécois, des étudiantes québécoises choisissent une spécialisation vers laquelle ils veulent ensuite se tourner à l'université. C'est donc une étape potentiellement très riche pour les élèves et peut-être que mon intérêt pour ce niveau vient du fait que pour moi, le cégep a été une sorte d'explosion de découverte. J'ai donc invité tous les étudiants guitaristes de niveau collégial d'une institution à participer et 16 étudiants, 13 étudiants, 3 étudiantes se sont portés volontaires. Qu'est-ce qu'ils ont fait maintenant? Oh, moi je sais, ils t'ont écouté attentivement. D'abord, ils ont tous appris la même pièce. J'ai la chance de compter Sylvain Lemay, le président des Productions d'Oz, parmi mes amis et collaborateurs, et j'ai pu, grâce à lui, m'asseoir dans un coin chez les Productions d'Oz avec ma guitare pour lire, quelle chance, des partitions de pièces qui étaient en voie d'être publiées, donc des pièces que le public n'avait jamais entendues encore. Pourquoi s'en préoccuper? Tout simplement pour m'assurer qu'aucun participant n'aurait pu avoir entendu la pièce sur disque auparavant, ou pire encore, l'avoir déjà travaillé avec un professeur ou une professeure. En recherche, on appelle ça « contrôler les variables ». J'ai donc choisi une belle valse du compositeur français Thierry Tisserand qui correspondait au niveau de pièce qu'on joue généralement au niveau collégial au Québec. Encore une fois, pour contrôler les variables, et mon bon ami Sylvain des Productions d'Oz m'a fait une partition de musique sans titre ni nom de compositeur, en plus de me prêter sa caméra pour ma recherche. En bon québécois, on les aime-t-il, ces chums-là? Ah oui, puis ils sont fins. Donc, j'avais la pièce, une caméra, un laptop, 16 participants, une pièce juste pour mon projet dans l'institution où les étudiants travaillaient. Go, on part. Chaque participant avait sa propre partition qu'il ou elle devait me redonner après chaque séance de travail pour éviter qu'il travaille la pièce en dehors du protocole de recherche. Les participants avaient donc 10 séances de travail d'une durée de 20 minutes chacune pour travailler la pièce comme ils et elles le voulaient. Ce que je leur demandais, c'était de parler à voix haute entre chacun de leurs essais, donc de verbaliser leur autorégulation pour que je puisse entendre ce qu'ils pensent. C'est une technique de recherche qu'on appelle en anglais le Think Aloud Protocol, le raisonnement à voix haute. Donc, les séances de travail étaient filmées pour que je puisse les analyser ensuite. L'horaire de travail variait en fonction des disponibilités des participants et les participants ont pris entre 12 et 18 jours pour compléter leurs 10 séances de travail filmées.
À 4 reprises durant l'expérimentation, soit après les séances 3, 5, 7 et 9, je demandais aux participants de faire une petite prestation devant la caméra, donc seul, dans le local de travail, sans que je sois présent, donc d'enchaîner ce qu'ils étaient capables de jouer au tempo auquel ils étaient capables de jouer. Après la prestation, j'entrais dans la salle et je leur demandais « Qu'est-ce que tu penses de ce que tu viens de jouer? » Et ils devaient me répondre à ce moment-là avec la caméra qui tournait toujours. Avant la séance de travail suivante, la moitié des participants pouvaient visionner la vidéo de leur prestation de la journée précédente et devaient à nouveau répondre à la question « Qu'est-ce que tu penses de ce que tu viens d'entendre? » après avoir visionné la vidéo et encore une fois, j'enregistrais leur réponse. Pour cette partie, on voit la distinction entre les deux groupes. J'ai fait un épisode que j'ai appelé la recherche 101 dans lequel j'explique les différentes étapes de recherche. C'est d'ailleurs, et je préfère en rire de loin, mon épisode le moins téléchargé parmi tout ce que j'ai produit. Bon dernier dans le palmarès. Donc, j'avais un groupe contrôle qui faisait tout le protocole, mais sans visionner leur vidéo enregistrée, et un groupe expérimental qui faisait exactement le même protocole que l'autre, mais qui, lui, pouvait visionner les vidéos. Donc, dans mon cas, la variable principale de ma recherche était le visionnement ou pas de prestations enregistrées. Et toutes les analyses que j'ai faites ensuite concernaient cette distinction. Pour ceux et celles qui auraient pitié de mon groupe contrôle, je vous rassure qu'ils ont pu visionner leurs prestations enregistrées après la fin de l'expérimentation. Vous avez maintenant toutes les informations nécessaires avant de passer aux résultats. Donc, 16 participants divisés en 2 groupes, une seule pièce à apprendre pour tout le monde, 10 séances de travail enregistrées, 4 prestations enregistrées et auto-évaluées pour tout le monde, 4 visionnements auto-évalués seulement pour le groupe expérimental et finalement, une blague douteuse sur Charles Aznavour. Tu le regrettes vraiment, hein? Je sais. OK. Concernant les commentaires d'auto-évaluation, donc la première chose que j'ai faite, c'est de prendre tous les commentaires d'auto-évaluation donnés par les participants après chaque prestation et tous les commentaires d'auto-évaluation donnés par les participants du groupe expérimental seulement après les visionnements des prestations. Ça donnait donc en tout 96 auto-évaluations et j'ai ensuite isolé dans chaque commentaire les sujets que les participants abordaient. Par exemple, si une participante me disait « Je ne suis pas contente de la vitesse et du phrasé et j'ai raté plusieurs notes », ça donnait 3 éléments parce qu'elle aborde 3 sujets, le tempo, le phrasé et la précision du jeu. J'ai abouti avec 382 éléments mentionnés dans les 96 commentaires d'auto-évaluation. Donc, non pas 382 sujets différents, mais j'ai identifié 382 sujets dans ce qu'il disait. Évidemment, ces sujets-là vont se regrouper ensuite. Parlant de ça, donc, ensuite, j'ai regroupé ces éléments-là en fonction du sujet abordé. Puis ensuite, en fonction de 5 grands thèmes. Ces 5 grands thèmes étaient une appréciation générale, l'exécution instrumentale, donc le côté plus technique, le résultat sonore, donc l'interprétation, le déroulement de la prestation, l'enchaînement des parties, le tempo, et finalement, le processus d'apprentissage en tant que tel, l'assimilation de la pièce, certaines mesures encore problématiques, etc. Je vous fais grâce de la description précise de chaque sous-thème, donc les sous-sujets, et je mettrai le lien vers ma thèse, donc comme je le mentionnais dans les notes de l'épisode, si vous souhaitez la consulter ou si vous souffrez d'insomnie. L'objectif était ensuite de comparer le nombre de commentaires classés dans chaque catégorie et chaque thème d'abord pour le groupe expérimental seulement, donc comparer les sujets qu'ils ont abordés après avoir joué et immédiatement après avoir visionné la même prestation, donc le lendemain. Ensuite, j'ai aussi comparé les commentaires donnés après avoir joué pour tous les participants en fonction de leur appartenance à chaque groupe, pour voir si l'usage de la caméra avait pu influencer comment les participants qui l'ont utilisé se sont auto-évalués à la suite des prestations, donc non pas à la suite du visionnement, mais comme on avait 4 visionnements, est-ce que les prestations qui ont suivi les visionnements étaient auto-évaluées différemment pour le groupe expérimental? Le premier résultat dont je vais vous parler concerne une analyse très simple que j'ai faite, soit regarder la correspondance entre les commentaires que le groupe expérimental a fait sur la même prestation tout de suite après avoir joué
avec les commentaires émis après avoir visionné la même prestation. Donc, la même personne, la même prestation, mais à 2 moments différents et avec, dans le cas d'un des 2 moments, le visionnement de la prestation enregistrée. L'analyse était simple, donc, est-ce que le sujet abordé après avoir visionné la vidéo se retrouvait aussi dans l'évaluation précédente après avoir joué? Et dans la grande majorité des cas, la réponse était non. Concrètement, les participants discutaient presque systématiquement de sujets différents dans chacun des cas. Ça, c'est le résultat d'une analyse très individuelle. Rien nous indique jusqu'à maintenant s'il y a des éléments de jeu plus faciles à évaluer avec la caméra, mais on a bien vu que pour chaque participant, ils ont porté leur attention sur des sujets différents en fonction de la situation d'auto-évaluation. Ça va être à creuser davantage dans d'autres recherches éventuellement, mais ça peut peut-être expliquer pourquoi les musiciens changent souvent leur opinion sur leurs prestations après les avoir visionnées. Donc, les résultats de l'étude de Daniel dont j'ai discuté dans l'épisode précédent. Peut-être tout simplement parce qu'ils ou elles portent leur attention sur autre chose dans leur jeu pendant qu'ils visionnent la vidéo. En soi, c'est un résultat que j'ai trouvé très intéressant. La caméra va vous aider à voir ou entendre des éléments de votre jeu ou de votre prestation auxquels vous n'avez pas pensé ou sur lesquels vous pouvez difficilement porter votre attention pendant le jeu. La question suivante pour la même analyse était, OK, les musiciens portent leur attention sur des éléments différents de leur jeu, mais est-ce qu'il y a une tendance générale vers certains éléments? Autrement dit, est-ce que certains sujets étaient plus fréquents dans les évaluations des participants en fonction du contexte, après avoir joué et après avoir visionné, toujours avec le groupe expérimental seulement. Je reviens sur les 5 grands thèmes pour ceci. Je vous rappelle qu'on parle ici de la comparaison entre les commentaires d'auto-évaluation après avoir joué et après avoir visionné la même prestation pour le groupe expérimental seulement, donc ceux qui avaient accès au visionnement de leur prestation. Il n'y avait pas vraiment de différence pour le thème de l'appréciation générale. Donc, pas plus de « je suis content, je ne suis pas content » dans les 2 situations. Les participants ont davantage parlé de sujets liés à la technique instrumentale et à l'interprétation après le visionnement de la prestation. Ensuite, et je dirais même inversement, après le visionnement, les participants ont beaucoup moins parlé du déroulement de la prestation, donc l'enchaînement des parties, la concentration, le tempo, et ils ont beaucoup moins parlé aussi du processus d'apprentissage, donc une assimilation de la pièce, le choix des doigtés, certaines mesures encore problématiques, etc. Ce que je vois ici, c'est qu'il semble qu'après avoir visionné la vidéo, les participants ont plus parlé de la prestation en tant que telle plutôt que d'eux et du processus d'apprentissage de la pièce. Je vous rappelle que tout ceci se déroulait dans les 10 premières séances de travail d'une nouvelle pièce, donc une étape d'apprentissage pendant laquelle il peut être normal d'être encore en processus d'apprentissage. On dirait donc que la caméra les a un peu propulsés plus loin dans le processus en se concentrant sur des préoccupations qui sont généralement plus tardives que ce moment-là. Le résultat que je trouve peut-être le plus intéressant est le fait que l'interprétation était le sujet le plus fréquemment mentionné après avoir visionné la prestation. La musique avec un grand M. J'ai mentionné dans l'épisode 30, la mémoire motrice 2, donc, que les musiciens qui se concentrent sur l'interprétation, donc les résultats sonores, au lieu de leur technique pendant une prestation, ont généralement un meilleur contrôle moteur de leur prestation. Et je suis vraiment content de constater que la caméra peut peut-être aider les musiciens à se préoccuper de musique plus tôt dans le processus d'apprentissage. On vient de faire le tour de la comparaison entre les 2 contextes d'évaluation pour le groupe qui a visionné les prestations seulement, donc le groupe expérimental. Maintenant, l'autre groupe, celui qui a seulement évalué leurs prestations sans visionner la vidéo pendant l'expérimentation. Ce groupe-là permettait de comparer les sujets abordés après avoir joué pour les 2 groupes et, de cette façon, vérifier si la caméra et les visionnements ont eu un effet chez les participants du groupe expérimental, mais après avoir joué. Donc, finalement, avant de voir la vidéo.
Autrement dit, est-ce que le visionnement de prestations peut changer ensuite comment on s'auto-évalue sans la caméra? Pour vérifier ceci, j'ai donc comparé les sujets et le nombre de commentaires associés à chacun pour les deux groupes dans leur auto-évaluation après avoir joué. Et le résultat, même s'il n'y a pas de différence notable entre les deux, est intéressant. Puisqu'on n'a pas relevé de différence, il semble que la caméra ait eu peu d'effet sur les participants du groupe expérimental dans leur auto-évaluation. La seule différence intéressante ne concerne pas les sujets abordés, mais bien la façon d'exprimer les auto-évaluations. Et en fait, les participants du groupe expérimental, après avoir joué, ont plus souvent comparé leurs prestations entre elles lors des prestations 2, 3 et 4. Par exemple, je donne un exemple, c'était vraiment mieux que la deuxième prestation. Ou encore, c'était la pire des 3 prestations que j'ai faites. Et cette comparaison-là demeure intéressante puisqu'elle démontre un des grands pouvoirs des enregistrements, c'est-à-dire la capacité de se réécouter après un certain temps et de pouvoir constater de façon tangible qu'on s'est amélioré ou encore identifier des problèmes récurrents qu'il faudrait finir par régler. Donc, il semble que cette comparaison-là, que la caméra permet quand on utilise la caméra, ait aussi amené les participants à un peu penser de façon comparative lorsqu'ils s'auto-évaluaient sans la caméra ensuite. Tout ceci m'a permis une constatation que je me promets de vérifier scientifiquement dans une future recherche, et c'est que les étudiants qui ont participé, je l'ai rappelé plus tôt, utilisaient la caméra dans les 2-3 premières semaines de travail d'une pièce. Il est fort possible, selon moi, que la caméra ait pu avoir un effet plus important plus tard dans le processus d'apprentissage, soit quand les questions un peu bêtes de doigté et de mémorisation sont généralement réglées. Même si je crois fermement à tout ça et que j'ai fait une thèse là-dessus, il reste que j'utilise rarement la caméra dans les 10 ou 15 premiers jours de travail d'une pièce. Je suis, au niveau où j'en suis, très capable de réaliser par moi-même qu'il y a encore du travail à faire. Mais ça devient vraiment très utile quand, plus tard, je commence parfois à manquer d'inspiration pour travailler la pièce. La caméra devient un peu comme un prof ou un ami qui me donne des commentaires et qui me donne de nouvelles idées pour m'améliorer encore. Pour les deuxième et troisième analyses que j'ai effectuées sur les données, ce sera bizarrement plus court à présenter et ce sera complètement en contradiction, mais complètement avec le temps nécessaire pour effectuer ces analyses-là. Je vous mentionnais plus tôt que j'ai filmé les 10 séances de travail des 16 participants, donc 160 séances de travail de 20 minutes. Je vous rappelle aussi que je leur demandais de verbaliser leurs pensées à voix haute entre chaque essai. J'ai donc analysé de façon détaillée 5 vidéos pour chaque participant, donc 80 vidéos, en notant, chaque fois qu'ils s'arrêtaient pour parler, tout ce qu'ils disaient, en décrivant ensuite leur stratégie, le tempo, la durée du segment, la mesure sur laquelle ils commençaient à jouer, l'usage ou pas du métronome, etc., pour chacun des segments de jeu. Et on parle dans les deux cas de milliers de segments de verbalisation et de milliers de segments de jeu. Ça a donné plusieurs milliers et je vous confirme que la pièce que tout ce beau monde a joué, la même pièce pour tout le monde, je la connais plus trop bien. Donc, comme pour l'analyse des sujets dont je vous ai parlé plus tôt, j'ai analysé les commentaires des participants pendant qu'ils travaillaient pour identifier comment ils réfléchissaient et j'ai découvert quelques grandes catégories de commentaires d'auto-évaluation pendant leur séance de travail. Les participants parlaient parfois seulement de la stratégie utilisée. Parfois, ils se penchaient sur un nouveau problème de jeu, différent du segment précédent, parfois le même, et parfois, ils changeaient leur vision, donc ils peaufinaient ou ils modifiaient leur vision du problème précédent. Donc, ils creusaient le problème en quelque sorte et parfois, ils ne faisaient qu'exprimer leur satisfaction ou leur insatisfaction. En général, le résultat de ces milliers d'analyses est assez facile à présenter. Au fil des jours, tous les participants ont augmenté
la proportion de leurs commentaires qui concernaient les stratégies ou la résolution de problèmes. Donc, la révision, la découverte de nouveaux problèmes, le creusage de nouveaux problèmes. Donc, tout le monde a augmenté la proportion de commentaires liés aux stratégies et à la résolution de problèmes. Et tout le monde a progressivement moins eu de réactions un peu simples, donc de réactions de satisfaction ou d'insatisfaction. Mais ces changements sont plus marqués chez les participants qui ont visionné leurs prestations et encore plus marqués chez les étudiants plus performants dans le groupe de ceux qui ont utilisé la caméra. Donc, des changements pour tout le monde, mais des changements plus marqués, une plus grosse baisse de commentaires liés tout simplement à la satisfaction et l'insatisfaction et une plus grosse augmentation de discussion des stratégies et de résolution de problèmes chez les participants qui ont utilisé la caméra et des modifications, une baisse et une augmentation et une diminution encore plus marquées chez les participants les plus performants du groupe expérimental. Qu'est-ce que ça implique? D'abord, on a bien vu que tous les participants, au fil des jours, délaissaient les réactions plus émotionnelles pour un raisonnement un peu plus analytique, mais que ce changement était plus important et marqué chez les participants qui ont utilisé la caméra. L'autre implication intéressante touche directement à la pédagogie et c'est qu'on voit que les étudiants plus performants profitent peut-être davantage de ce genre d'outils et donc, inversement, que les étudiants moins performants ont peut-être besoin d'aide ou d'être guidés pour en profiter. Pour la deuxième analyse dont je viens de vous entretenir, j'ai vérifié si la caméra avait amené les étudiants à réfléchir, donc à s'auto-réguler différemment pendant le travail. Et pour la troisième et dernière analyse, j'ai voulu vérifier si la caméra avait aidé les musiciens à travailler différemment, donc leur choix de stratégie. Cette fois, c'était donc la comparaison entre les deux groupes du nombre de fois où j'ai observé différentes stratégies de travail qui a permis d'arriver aux résultats que je vais vous présenter à l'instant. Ici aussi, les résultats sont plus simples à présenter que n'a été le processus pour les obtenir. L'analyse des stratégies utilisées par les participants a démontré que les participants qui ont utilisé la caméra, donc le groupe expérimental, ont travaillé à un tempo plus lent que leurs collègues lors des premières séances de travail, mais qu'ils ont ensuite joué à un tempo plus rapide, plus tôt dans le processus d'apprentissage que l'autre groupe. J'ai aussi remarqué qu'ils ont joué des segments plus longs de l'œuvre plus tôt dans le processus d'apprentissage et qu'ils ont fait plus souvent des enchaînements complets de l'œuvre, et ce, plus tôt dans le processus d'apprentissage que le groupe qui n'a pas visionné les vidéos. En résumé, la caméra, comme ce qui a été d'ailleurs observé dans les résultats d'études sur l'utilisation de la caméra en sport, entre autres dans les arts martiaux, la caméra semble accélérer le processus d'apprentissage quand on l'utilise. D'ailleurs, et je termine avec ceci avant de passer à des applications pratiques, il y a plusieurs facteurs pour devenir un musicien ou une musicienne prolifique. Mais c'est difficile d'identifier certains éléments clés, certains ingrédients non négociables parmi ces facteurs. Par contre, il y a une étude qui est parue en 2012, publiée par une équipe de chercheurs menée par Susan Hallam, et qui concernait plusieurs milliers de jeunes musiciens. Et parmi les quelques facteurs d'accomplissement que l'équipe de chercheurs ont identifiés, donc les éléments communs chez les jeunes musiciens qui avaient le mieux réussi dans le milieu, on trouve justement l'usage fréquent de la reprise vidéo pour s'auto-évaluer. En résumé, l'usage de la caméra, quand on accepte le petit inconfort qui survient parfois en s'écoutant jouer, peut s'avérer un puissant outil d'apprentissage qui nous aide à voir nos prestations sous un œil nouveau, à mieux réfléchir et à mieux travailler ensuite dans le studio de travail. Le tout grâce à un outil technologique qu'on a maintenant tous et toutes dans nos poches. Pour ce dernier segment, je vous offre quelques recommandations pour s'initier doucement ou initier nos élèves à l'usage de la caméra comme outil de rétroaction ou encore pour utiliser l'outil à ses pleines capacités. D'abord, que ce soit pour nous, que ce soit pour nos élèves,
mentionner, dire d'emblée que le petit inconfort du départ est normal. On n'aime pas nécessairement se voir jouer, on ne fait que trouver des erreurs au début. Une solution possible à ceci serait de filmer quelque chose, par exemple de filmer une prestation, mais de ne pas visionner la vidéo tout de suite et d'enregistrer de nouveau la même prestation quelques semaines plus tard pour comparer les deux vidéos et à tout le moins constater l'amélioration qu'il y a eu entre chacune d'elles. Évidemment, comme professeur, on doit idéalement accompagner le premier visionnement de l'élève pour l'aider à identifier les points positifs, pendant que l'élève sera peut-être aveuglé par le négatif qu'il ou elle perçoit. Pour les parents, ça peut être un puissant moteur de motivation pour l'enfant quand on partage des vidéos avec la famille et que l'enfant reçoit ensuite des encouragements de ses proches. Et c'est tellement facile aujourd'hui avec les réseaux sociaux de le faire. Durant les cours, pour les profs, donc, on peut demander à l'élève d'amener des vidéos enregistrées pendant la semaine de travail. On peut visionner la vidéo ensemble, ce qui permet de discuter de problèmes sur l'instant, de reculer ou d'avancer la vidéo, etc. Tout ça étant mieux que le fait de discuter avec l'élève de quelque chose qui s'est peut-être passé 8 minutes auparavant pendant la prestation et pour laquelle l'élève n'aura peut-être pas de souvenir précis. On peut ensuite demander à l'élève de corriger X ou X éléments, comparer entre le jeu corrigé de l'élève, donc pendant le cours, avec ce qui était sur la vidéo. Donc, avoir une espèce de avant-après très tangible à montrer à l'élève. Enfin, une fois vos élèves familiarisés, s'il vous plaît, cher professeur, encouragez-les à partager leurs vidéos entre eux et à se donner des commentaires entre eux. C'est incroyablement formateur pour les élèves et c'est démontré par la recherche qu'en donnant des commentaires à d'autres, les apprenants raffinent leur capacité à s'auto-évaluer ensuite. C'est ce qui conclut cet épisode et plus généralement cette série de 2 épisodes consacrés à la rétroaction par vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je vous encourage, si ce n'est pas déjà fait, à parler du podcast à un collègue ou une amie et que ça pourrait intéresser. Je vous encourage aussi à visiter mon site musicienstratégique.com. Je vous mentionnais à la fin d'un épisode précédent mon service de coaching individualisé et je me permets de vous donner plus de détails ici. En quelques mots, je demande à la personne qui me contacte de me décrire ce qu'elle souhaite. Je suggère d'abord des épisodes de mon podcast ou d'autres ressources à consulter. Je vais vous expliquer pourquoi dans quelques secondes. Et on se rencontre ensuite pour discuter des objectifs de la personne et comment on peut y arriver dans les semaines et les mois qui suivent. Je ne pense vraiment pas ruiner mes clients avec mon taux horaire et je mentionnais l'écoute de podcasts avant de nous rencontrer pour éviter que j'explique lors de rencontres payées par la personne la même chose que ce que j'explique gratuitement à travers le podcast. Très souvent, seulement quelques rencontres suffisent et mon but est que les gens qui font appel à mes services comprennent vraiment comment toute cette matière fascinante sur l'apprentissage instrumental s'applique à leur contexte, leur réalité, leurs forces et leurs faiblesses, leurs objectifs, leur historique et ainsi de suite. Si vous avez une audition à venir qui vous terrifie, un examen qui vous stresse ou une tournée mondiale qui vous donne le tournis, simplement me contacter via la page Facebook Le Musicien Stratégique ou par courriel à musicienstratégique sans accent @gmail.com. Les infos seront de toute façon dans les notes de l'épisode comme d'habitude. Je termine aussi comme d'habitude en remerciant mon ami Jean-Sébastien Potvin de Vanti Productions pour la post-production de tous mes épisodes. Bon travail, allez vous enregistrer et prenez soin de vous.